Salut tout le monde, podcast de Québec Hunter, re-bienvenue, j'espère que vous allez bien. On est avec Marcello et Charles Doris, comment ça va les gars? Ça va très bien, merci, vous? Ça va super. Super. Pour ceux qui nous suivent plus assidûment, vous savez qu'on a déjà eu Charles avec nous. On a parlé pas mal d'orignal. Aujourd'hui, on va parler d'une autre bébite. Je vous laisse deviner. Ceux qui voient la vidéo, vous allez voir. Les autres, vous irez voir l'audio. Checkez ça. Seigneur. J'ai trouvé ça dans le bois en fin de semaine, en allant amener des poires puis du maïs à mes chevreux. C'est un 6 points qui n'a aucun sens, là. J'ai jamais vu ça. Puis on parlera de comment on fait pour en avoir peut-être plus, puis pourquoi il n'y en a pas beaucoup, puis etc. dans le podcast. Qu'on n'a jamais vu sur nos caméras à l'automne passé. Peut-être que M. Doris, on reviendra un petit peu avec aller chercher du questionnement, mais on l'a jamais vu, puis on a trouvé cette corne-là sur un territoire de chasse qu'on exploite depuis quelques années, mais on l'a pas sur photo. Ouais. First, parce que là, c'est pas tout le monde qui a écouté l'autre podcast, Charles Doris, guide de chasse qui est bien connu au Québec, orignal, chevreuil, ours. Ça fait combien de temps que tu guides à peu près, Charles? De façon professionnelle, ça fait environ une douzaine d'années. De façon amateur, pratiquement 20 ans. Là, chasse le gros gibier depuis 33 ans. OK. Bon, on est gâtés pourris. Nous, on l'a pas eu une fois. On l'a deux fois avec c'est nous sûr. autres. C'est sûr. Gâtés pourris. Un gros merci pour ta générosité, Charles. Ouais. Ça fait plaisir. Ouais, puis on se dira que Québec Hunter, ça pogne un petit peu le podcast parce que le monde, ils veulent venir. Donc c'est le fun. Moi, j'irais avec une question super d'actualité, puis commencer tout de suite dans le rough, là. La RTLB, puis le plan de gestion des chevreuils au Québec. C'est un sujet qui est super polarisant sur Internet. Le monde se chicane à côté dans les commentaires Facebook, puis tout ce que tu voudras. Je serais curieux de savoir le point de vue d'un guide professionnel là-dessus. Ben, moi, c'est pas compliqué. Moi, personnellement, je suis pour le RTLB à grandeur de la province, pour la simple raison que on est trop nombreux au Québec à chasser le chevreuil. Pour pas nécessairement la quantité de chevreuil, mais la quantité de territoire disponible, ce qui fait que les pressions de chasse sont vraiment pas uniformisées. Et surtout, qu'on met beaucoup trop de pression de chasse juste sur les mâles, ce qui crée des ratios fortement déséquilibrés, qui fait en sorte qu'on a des accouplements tardifs, des veaux qui viennent au monde en mois de juillet, même parfois au début août. Ça rapetisse le cheptel, ça crée des problèmes au niveau des accouplements. Ça enlève aussi ce qu'on appelle la satisfaction de l'activité de la chasse, parce qu'au-delà des panaches, l'absence de grattage, l'absence de signes fait en sorte que le chasseur il voit pas là, comment chasser autrement, exemple, qu'avec un appât. Les gens, ils n'ont pas de grande satisfaction, de plaisir à chasser. Ils ne trouvent pas autre solution. Ça, c'est la partie qui, moi, je trouve la plus importante. Ça serait d'avoir un RTLB à grandeur de la province pour limiter les dégâts, parce qu'en ce moment, l'expression « on les tue dans l'œuf » est bel et bien là. Je ne juge pas les gens qui prélèvent des chevreuils d'un an et demi. Moi, je suis même d'une école de pensée de dire que si un chasseur vit une belle expérience, puis il a du fun, peu importe ce qu'il récolte, le trophée n'appartient qu'au chasseur. Que ce soit une bête moyenne ou un gros chevreuil, s'il a réalisé de quoi d'intéressant, s'il a eu du plaisir dans son activité, c'est mission accomplie. Par contre, là, ce qui devient plate, c'est que la loi du boc, le boc là, ça a toujours été au Québec depuis que la chasse avait été arrêtée dans les années 70, je pense, là, les dates exactes. La chasse a arrêté dans les années 70. Ben, à un moment donné, il a fallu qu'ils mettent... Parce que, exemple, dans les années 60, on avait le droit de se prélever mâle, femelle, veau. Mais à un moment donné, il y a eu une succession d'hivers très difficiles, avec une pression de chasse relativement forte. Il y a des régions du Québec qui ont dû fermer la chasse pendant plusieurs saisons. Mais là, quand on trouve une saison de chasse à carabine, puis ça, c'est une autre partie qui est quand même problématique. Les armes sont beaucoup trop performantes dans des périodes que le gibier est vulnérable, ce qui facilite la récolte. Ouais. Puis la méthode traditionnelle du Québec depuis les 25 dernières années, c'est de chasser aux appâts. Puis aux appâts, ben, qu'est-ce qu'on prélève? Ce sont des jeunes chevreuils.
Puis là, un jeune chevreuil, un coup qui est récolté, il ne vieillit pas. Hein, fait que le RTLB aiderait énormément, même un chasseur qui veut chasser, parce que lui, son focus premier, c'est de passer du bon temps et prélever de la viande sauvage, de la viande biologique. Il y aurait peut-être une année de sacrifice. Dès la deuxième année, on l'a vu dans la zone 6, c'est phénoménal l'effet que ça a. Oui, hein? On se ramasse rapidement avec beaucoup de sujets de 2 ans et demi. Puis à 2 ans et demi, on commence à avoir affaire à un chevreuil un peu plus nerveux. Il est moins en développement musculo-squelettique, donc il est un petit peu moins agressif vers la nourriture, les cadeaux qu'on lui fait. Fait que la récolte serait mieux proportionnée dans les mâles. On aurait un petit peu plus de mâles géniteurs, des mâles matures dans l'habitat. Ça serait bénéfique et pour la santé du cheptel, pour l'activité, pour le commerce entourant toute l'industrie de la chasse. Parce que, vous savez, les méthodes de chasse comme le call, travailler avec des faux grattages, les lignes d'odeur, toutes les petites micro-techniques, quand il y a un meilleur ratio, on a plus d'efficacité, puis on a plus de satisfaction à travailler avec ça. Donc, c'est un incontournable. Je pense qu'au Québec, on est 20 ans en retard si on se compare à la Pennsylvanie ou l'État de New York, qui sont déjà là-dedans depuis des années. Pour des pressions de chasse extrêmes, comme le Québec, on s'en sortira pas. Ça va le prendre tôt ou tard. OK. Puis, t'as pas tort, là. Moi, quand c'est le temps du rut pour le chevreuil, j'ai un call, puis j'ai toujours callé, puis j'ai fait plein de formations sur YouTube, puis je trouve que je sonne pas pire. Jamais entendu un son. Puis, dans mes 2 dernières années, puis Marcello, tu le sais, là, t'étais là, t'es venu m'aider à les sortir. Tout ce que j'ai récolté, c'est des grosses ou des moyennes femelles. Des femelles matures. Ouais, c'est ça. Puis le steak était super bon, tout le monde était heureux. Puis cette année, sur nos caméras, March, tu sais comme moi, là, un 10, un 8, il y en a un qu'on n'est pas sûr si c'est un 7, des femelles puis des veaux. Il y a un 5 qui devrait être un 10, mais lui, ça c'est étrange, mais on y reviendra. Ouais. Mais tu sais, de laisser passer, de toute façon, je n'ai pas vu de spike. Fait que j'ai pas nécessairement de mérite. Là. Tout ce que j'ai vu, c'est des bonnes grosses femelles. Puis moi, je chasse à la peau, puis je suis pas gêné de le dire. Là. C'est comme ça que j'ai appris, que c'est pas mal la seule façon que je connais. Je vais encore aller un petit peu dans le temps du rut. Mais je suis pas certain. Puis je pense que le monde autour, ils font la même chose. Mais si tout le monde avait planté le premier spike qu'il avait vu, mais notre 10, on le verrait jamais, puis notre 8, on le verrait jamais. Parce que c'est des chevreuils qui ont une couple d'années, ça là. Tu sais, ça, là, ce 6 pin-là qui a pas de sens, là, il est vieux, là. Tu sais, je veux dire, mais lui, on l'a pas vu ses caméras, il est peut-être plus brillant que les autres. Ça, Charles, on en parlera plus tard, là. Mais, tu sais, je pense que t'as pas tort pour ça, puis il y a moyen d'avoir une qualité de chasse quand même. Moi, j'ai trippé là, mes chasses au chevreuil parce que j'ai récolté, puis je ramène de la belle viande à la maison, puis je peux montrer ça à mes enfants, puis ils sont contents. C'est ce que Charles préconise, le RTLB à grandeur, justement. Ouais. Dans le but d'aider ça. Ouais. Oui. Favoriser une meilleure expérience de chasse et non juste une récolte où on parle même pas de trophée. Là. On parle de vivre des choses intéressantes, pouvoir observer les signes qu'on devrait voir normalement en nature, grattage, frottage, qu'il y ait plus d'interaction entre les mâles. Ça favorise une activité plus saine, plus le fun. Puis c'est la base de ça. Mais juste pour faire une parenthèse avec ton panache que tu mentionnes, tu n'avais jamais vu sur vos caméras, faire attention, les chevreuils ravagent en hiver. Il y a des secteurs que les chevreuils, il y a des régions que les chevreuils peuvent faire jusqu'à 80 puis 90 km se rendre en ravage, des secteurs 100% forestiers. Puis même en secteur agricole, il y a des chevreuils qui peuvent migrer des fois 30 km. Fait que ça peut arriver que le panache que tu as trouvé, ça soit un mâle inexistant pour toi. Il est peut-être en saison estivale, il est peut-être à 15 km. Et c'est pas parce que tu l'as pas posé qui n'est pas nécessairement chez vous, mais il y a des fortes chances que oui. Il y a des fortes chances que ce soit pas chez nous. Un chevreuil mâle, ça a un domaine vital entre 2500 et 3000 acres. Donc, ça, c'est son domaine vital estival. L'hiver, ça se peut qu'il en sorte. Fait que si ton secteur de chasse est à l'intérieur d'un secteur qui a un bon ravage, il peut y avoir des fois en hiver jusqu'à 200 puis 300 têtes dans un rayon X. Ça se peut que tu trouves des bois provenant de mâles que jamais tu auras la chance de voir en saison de chasse, donc jamais photographié en saison estivale. Là. OK. C'est un peu plausible, Charles, parce qu'écoute,
ça fait quand même 14 ans qu'on a cette terre boisée-là. Puis il se passe un petit peu ce phénomène-là, je veux dire, avec nos salines. On a des super beaux chevreuils, on vient des énumérer cette année, puis il nous arrive le même phénomène. On les voit en août, on les voit un petit peu moins en septembre, on les voit un petit peu pas mal moins en octobre, et en novembre, on prie parce que ça fait longtemps qu'on les voit plus. Donc, les déplacements, pour expliquer un peu, là, ouais, effectivement, c'est très plausible. Ben là, on parlait de déplacement en fonction des ravages en hiver, mais il y a des déplacements aussi à partir du moment où les velours tombent. Il y a des rangs sociaux qui se créent lentement. Puis, il y a aussi, ce qu'il faut savoir, il faut bien le connaître, le chevreuil, pour savoir, c'est que le chevreuil a un domaine vital d'une superficie X, qui peut être pour les mâles 2500 acres, mais ils ont des zones préférentielles dans ce secteur-là qui peuvent changer de place tout au long de l'automne. Ça se peut que tu aies des mâles dans ton coin en août et septembre, puis qu'ils soient encore à l'intérieur de leur domaine vital, donc sont encore à l'intérieur, mais ils venaient beaucoup dans ton boisé en août et septembre. Mais en octobre, les meilleurs sites nourriciers, les meilleures combinaisons se sont tassés de 2 km. Tu les vois plus, tu les photographies plus, mais ils existent encore. Puis, c'est ce qui amène encore une raison plus importante pour le RTLB, c'est que à titre d'exemple, le chasseur qui tombe dans la talle, lui, en bonne période, ben il va en avoir plus, lui, de chevreuil dans son coin que les 2-3 autres terres voisines. Donc, ça crée un déséquilibre dans la nature. Puis là, ça crée un déséquilibre de la récolte. Et par le fait même, ben là, ça fait en sorte que nos ratios mâles-femelles sont complètement déséquilibrés. Mais je suis curieux, tu dis, le chasseur qui va tomber dans la talle, ça crée un déséquilibre sur la récolte. Il peut quand même juste en récolter un, tu sais. Non, mais c'est parce que en moyenne au Québec, si on prend une terre de 100 acres, OK, il va y avoir 4 chasseurs. Des fois, c'est 3, des fois, c'est 2, mais des fois, c'est 7. Moi, je vois des terrains, je marche de nombreux terrains en analyse de terrain de chasse au chevreuil. Puis, les pressions de chasse sont pas homogènes, là. Il y a des places, c'est vraiment extrême. Des places, c'est modéré. Puis, il y a des places, c'est faible. Il y a des chasseurs que je connais qui ont des terres de 400 acres aménagées, des champs nourriciers. Puis, ils vont avoir 60 chevreuils là-dessus, dans la zone 6. Ils vont retenir, parce qu'ils ont créé un habitat parfait. Ils créent une rétention incroyable. Ils ont beaucoup de chevreuils. Ils ont des beaux candidats. Ils font une gestion. Ils ont une qualité de chasse incroyable. Mais pendant ce temps-là, autour d'eux, les chasseurs capotent, puis ils comprennent pas, puis ils savent pas pourquoi. C'est pas tout le monde qui a le même degré de détermination ou de connaissance, et encore moins de budget et de temps. Donc, le chasseur qui en voit 1 ou 4 ans, quand il voit passer un spike, il tire. L'autre qui est dans la talle, qui en a beaucoup, il les laisse grandir. Non, il les laisse grandir, puis après ça, il y a la dispersion des mâles qui se fait en octobre, quand ils se séparent, les groupes. Puis là, ça devient vraiment chaotique, les déplacements. C'est très complexe, le chevreuil. Puis, le nerf de la guerre, c'est l'habitat ou la nourriture, la combinaison des deux. Puis, ça fait en sorte que tu peux avoir une terre, exemple, sans arbres, 4-5 chasseurs, avec maintenant, depuis 2 ans, des possibilités de récolter jusqu'à 2 bocs légalement dans certaines zones, là, et paquet de facteurs à analyser. Dans la zone à moi et Simon. Dans la 8S, c'est comme ça. Ridicule. Là, tu te ramasses que tu as pendant, mettons, une fenêtre de 5-6 jours, entourant l'ouverture, qui a 3-4 terres voisines, qui a beaucoup plus de chevreuils qu'il y avait il y a une semaine, puis ça donne dans la période d'ouverture. Ben là, ça garnade de tout bas, de tout côté, puis il se prélève 8-10 bocs là-dessus. 8-10 bocs là-dessus, dans un domaine vital X, ça fait du dommage, c'est épouvantable, là. En ayant une restriction taille limite des bois, ben là, on peuplerait de plus en plus de façon peut-être pas homogène, mais ça serait mieux balancé un peu partout, là. Ouais. Puis rajoute à ça les places où les terres se louent à journée, puis qu'il y a des dizaines de chasseurs sur des kilomètres carrés. Exact. Moi, j'ai chassé comme ça. Puis c'est correct, là, parce que longtemps, tout ce que je pouvais faire, c'était me payer 1 journée ou 2 journées de chasse. Oui. Puis j'espérais, puis j'ai été chanceux parce que ça a souvent fonctionné. Mais tu sais, si je récoltais mon spike ou ma petite femelle cette journée-là, je mettais ça sur mon dos puis je partais. Ben, le lendemain, il y avait un autre body comme moi qui savait très bien qu'il y avait 1 ou 2 journées puis que le premier chevreuil qui passe, c'est peut-être le dernier pour jusqu'à l'année prochaine qui va faire pareil. Puis moi, je juge pas le chasseur qui chasse comme ça.
Parce que, souvent, on a des écoles de pensée différentes, mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, premièrement, il y a une question de budget, d'accessibilité au terrain. Puis, un chasseur, exemple, qui part d'un grand centre comme Longueuil, qui a de peine les misères à se trouver une place, il va prendre ce qu'il peut. Quand il y a un coup qui a réussi à prendre ce qu'il peut, puis il a fait une location de 2 journées de terrain de chasse, il finit par voir un chevreuil légal, puis ça fait des fois 2 ans, 3 ans qu'il n'a pas prélevé. On peut-tu le juger en tant que chasseur parce qu'on a aimé ça qu'il vieillisse? Est-ce que si c'était une réglementation, les gens vont s'habituer à la respecter. Puis ça va créer quand même l'effet voulu, là. C'est malheureux, mais contrairement à l'orignal au Québec, le chevreuil, c'est un peu le parent pauvre de la chasse, qui est vu beaucoup comme une nuisance de par les compagnies d'assurance automobile, la SAC, ainsi que l'UPA dans certaines régions. Je ne veux pas juger personne, sauf que ce lobbying-là fait en sorte qu'on met de la pression. Puis là, en ce moment, la gestion est un peu, je dirais, déficiente, là, pas parfaite. On fait prélever beaucoup de chevreuils, mais on crée un déséquilibre. On crée un déséquilibre, mais les mâles sont capables d'accoupler plusieurs femelles jusqu'en janvier. Il fait qu'il y a moins des petits pareils. Si on a des hivers courts, des hivers faciles, ben, le cheptel monte quand même. Mais si on a une succession d'hivers difficiles dans certaines régions, comme l'Outaouais, les Laurentides, le Bas-Saint-Laurent, des fois même la Mauricie, le centre du Québec, ben, eux autres, des fois, là, sont pendant 2 ans à payer le prix. Parce que leurs chevreuils sont pas prêts. Ils sont pas assez forts pour passer l'hiver. Fait que c'est vraiment majeur. Le problème est creux, il est fort, puis il y a des instances ou des paliers où on dirait qu'on ne veut pas le reconnaître. Puis pourtant, un chasseur qui voudrait focusser sur la viande, sur le prélèvement d'un chevreuil pour manger de la viande bio, il pourrait tout simplement récolter des biches. Il faudrait favoriser plus de récoltes de biches et moins de récoltes de jeunes mâles. Ouais, puis c'est niaiseux, là, mais moi je le vois sur Québec Hunter. Le monde, il m'envoie des bocs. C'est rare le monde qui m'envoie des photos de femelles. À l'orignal, un petit peu plus. Pas tant, mais au chevreuil, là, puis je suis sûr qu'il y en a plein qui le font quand même, mais qui font juste pas les envoyer. Ben, le fait est que les chasseurs, on est un peu orgueilleux. Hein? À la base, on chasse pour se divertir, c'est un loisir. Mais on se cachera pas qu'on est tous un peu fanatiques de vouloir tirer de quoi de gros pour notre plaisir, pour cette satisfaction, puis des fois même pour la montrer aux autres. C'est folklorique, la chasse, c'est mythique. Puis là, on veut toutes les avoir un jour ou l'autre, nos gros bocs. Mettre des trophées sur le mur, puis les trophées, c'est en fonction de la personne. C'est pas un trophée, c'est pas mesurable à l'échelle provinciale. Ça. Il y a des systèmes de mesure, mais on n'embarquera pas là-dedans. Là. Mais les gens, ils voient ça comme un prix de consolation, récolter une biche. C'est malheureux, mais pour certains, c'est vraiment ça. Ah, je vais tirer une femelle parce qu'il n'y a pas de boc. Si tu n'éprouves pas de plaisir à récolter une femelle pour manger de la viande de femelle, tu peux tout simplement t'aller dans les jouer au golf ou à la pêche. Mais... Puis je pense que ça vient aussi du fait qu'il y en a qui jugent très, très, très sévèrement ceux qui vont faire ça. J'ai rencontré des gens pour qui, si tu sois une femelle, t'étais un chasseur épouvantable qui avait aucun respect pour la nature, etc. Puis là, je me dis, ben, oui puis non. Tu sais, je pense que ça peut être plus nuancé que ça, puis c'est pas parce que tu te ramasses pas cette espèce de cispine-là qui a pas de sens, que t'as pas eu une bonne année ou que t'es pas un bon chasseur. Ça se peut qu'ils viennent pas. Ça se peut que ce soit ton voisin à côté qui l'a ramassé, puis t'en verras jamais de maudits bocs qui ont de l'allure sur ton terrain. Tu sais, il y a 1 million de facteurs. Si tu fais fesser par un char la semaine d'avant, puis ben ton trophy buck que tu avais sur tes cams, il n'existe plus. Tu sais, c'est pas simple comme ça. Non, c'est pas simple. Puis moi, où j'accroche, quand j'ai commencé à chasser, puis tu sais, le premier chevreuil que j'ai récolté, il y a des petites pines, il y a 2 pines longues de même avec des mini fourchettes là, de chaque bord. Puis j'étais tellement content parce que ça avait mal été. Je commençais, puis je l'ai compté dans un épisode, là, mais je mets mon Tristan sur un boulot qui est genre gros de même. Là, je fais 6 pieds 5 puis je pèse 250 livres. Ça se promène de même, c'est épouvantable, il vente. Je manque ma première shot parce que je suis ben trop nerveux. Il revient, puis j'ai réussi à tirer dessus. Écoute, c'était... Puis là, j'appelle mon chum de qui j'ai réussi à chasser sur cette terre-là, puis
Puis il vient me voir, puis je me souviens, il regarde le chevreuil, puis il fait comme... Puis là, il est déçu. Puis je suis comme, mais c'est quoi ton problème? Il était écœurant, j'ai encore le panache là que je vais faire monter sur une plaque parce que c'est mon premier chevreuil, puis je tripe. Puis tu sais, tout le temps après ça, je me suis dit, mais pourquoi? Puis c'est donc bien poche, puis c'est quoi son problème? Puis tu sais, ça fait qu'il y a du monde qui... Puis tu sais, c'est correct. Maintenant, je comprends pourquoi on tue pas les spikes, mais ces réactions-là, c'est pour ça qu'il y en a qui veulent pas toucher à des femelles, c'est pour ça qu'il y en a qui s'empêchent de m'envoyer des photos sur Québec Hunter parce que le principe de la page, c'est d'être fier de ses chasses, etc. Puis il y en a qui sont sûrement gênés de faire ça. Ben, pour ce qui est des... Je pense... Ouais, vas-y, Marcelo. Vas-y, Charles. Ben, je pense que les réseaux sociaux ont malheureusement créé un mauvais jugement, tu sais. Oui, c'est... C'est de mal connaître le chevreuil, l'habitat et la gestion, de juger la récolte de femelles. Souvent, ça vient c'est ancré dans la pensée des gens versus surtout les plus âgés. Moi, j'ai 50 ans, puis les chasseurs qui m'ont initié, mes anciens mentors, les gens considéraient dans les années 80, il fallait pas tuer les femelles, c'est eux qui font les petits. C'est vrai, ça. Sauf qu'on n'est plus dans les années 80, les températures, les hivers se sont adoucis. On a des cheptels en explosion, particulièrement dans les zones du sud. C'est pas la réalité dans l'Outaouais, c'est pas la réalité dans les Laurentides, le Bas-Saint-Laurent. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir un bon ratio, un bon cheptel en santé, il faut équilibrer le tout. Donc, c'est sain de prélever un certain nombre de biches à l'intérieur d'un habitat, puis ça doit être valorisé. Moi, le premier, je le fais. Depuis l'année passée, je me suis remis à l'arc. J'ai arrêté l'arc pendant plusieurs années suite à un accident de travail, hernie cervicale au cou. J'avais de la difficulté. J'ai réussi avec le temps à m'entraîner, à reprendre l'arc. Puis moi, je le dis souvent par l'entremise de ma page Facebook, la satisfaction ou le degré de difficulté d'une chasse ne se mesure pas en panache. C'est pas une question de panache, c'est une question de réalisation. Récolter une biche à l'arc, exemple, prendre la décision de le faire sans appât, déjouer l'animal avec tous ses sens dans son habitat naturel, sur des trails, etc. C'est un exploit. C'est un exploit, puis la satisfaction, le degré de vibration interne que je peux avoir, moi, là-dessus, dépasse nettement celle d'abattre, exemple, en Saskatchewan, sur une bête, un 140 qui vient manger du foin, ou un beau boc mature qui vient manger des pommes au Québec. Moi, je le vois comme ça. Puis, j'invite les gens d'ailleurs à s'acheter un arc, à retourner à l'arc, quitter l'arbalète, la facilité. Je ne juge pas les arbalétriers, non, du tout. Sauf que si tu as le temps de pratiquer un peu, de se donner un défi supplémentaire, baisser ses critères de récolte pour avoir plus de satisfaction. Là, parce qu'en attendant au Québec, on ne s'en sortira pas. Là. Le plan de gestion actuel, il est en place jusqu'en 2027. Un plan de gestion comme il y a en ce moment, il va probablement, risque d'être prolongé pendant 1 an parce qu'ils vont se pencher sur le plan à quel moment, peut-être en 2027. Ils vont peut-être le prolonger 1 an. Donc, mettons qu'on arrive à 2028, ils nous pondent un nouveau plan de gestion, finalement, à satisfaction de certains groupes de chasseurs ou des écoles de pensée. Ils nous donnent le RTLB dans certaines zones. Ça favorise une meilleure qualité de chasse. On parle encore d'un autre 2 ans. On est rendu à 2030. Là. Je m'excuse. Mais en attendant, tu chasses au Québec. Moi, j'encourage les gens. Moi, je le fais. Mon focus principal au Québec pour mes chasses au chevreuil depuis l'année passée, ce ne sont pas les mâles, mais de faire des biches à l'arc et sur des sites naturels, c'est-à-dire sans appât, déjouer de tous ses sens. Le degré de satisfaction, l'interaction, la vibration de chasseur, de prédateur qui m'habite, quand je le réussis, c'est incroyable. Je n'ai tué des chevreuils de toutes les catégories, avec toutes les armes confondues, à terre, d'un stand, à partir de la route. J'ai tout fait. Puis ceux qui m'ont fait le plus triper, c'est pas nécessairement les plus gros. Il y en a un, mon plus gros à vie, m'a fait triper fort, là, mais ça reste que, j'insiste, la femelle, il faut que les gens la voient comme de quoi de bien, parce que quand tu es rendu, tu photographies ou tu identifies sur un terrain de chasse, 8-10 biches et veaux, puis tu poses un spike, tu vas pas planter le spike. Ouais. Par contre, encore une fois, j'insiste sur une affaire. La personne qui débute la chasse, ou le jeune chasseur initié, il n'y a aucun mal. Puis j'insiste sur la réglementation. Tant que ça demeurera légal, il ne faut pas, entre chasseurs, juger les autres utilisateurs parce que c'est un loisir et nous y avons droit.
si la personne elle récolte une bête que toi, tu n'aurais pas récoltée, ça se peut que lui ait éprouvé plus de plaisir, de satisfaction et d'émotion que toi quand tu as tiré ton gros d'une certaine façon. Fait qu'il faut pas se juger, parce qu'en plus, quand on se juge, on démontre aux gestionnaires, on démontre que nos écoles de pensée ne se rejoignent pas. On ne fait pas l'unanimité non plus. On n'arrivera à jamais à un consensus qui pourrait avoir un certain bon sens pour les deux côtés. Là. Hey Simon, ouais. Non seulement le gars il est bon, mais il est humble. Là, on va bien finir par y trouver un défaut. Là, on va continuer à gratter. Il y en a plein de défauts. Charles, tu participes cette année à la classique Whitetail. Ouais. Tu nous élaborer ça un petit peu. Ben, la classique Whitetail, c'est un projet, c'est un nouvel événement là, qui a été mis en place l'année passée. Les instigateurs du projet, c'est les gars d'Arcmaniac, David Bienvenu puis Raphaël Turcotte. C'est une compétition entre... Ben, cette année, on est 6 équipes dans le fond. On est en équipe avec une personne. C'est un cumulatif de points qu'on accumule de différentes façons, là, en partant par la récolte de biches. On veut démontrer aux gens l'importance d'un cheptel balancé. Donc, on a le droit à un pointage X pour la récolte de biches. Ensuite de ça, il faut que la chasse soit filmée. Si elle n'est pas filmée, pas de points. Si la chasse, la shot n'est pas bien cadrée, moins de points. Pas en focus, moins de points. On ajoute des points pour les armes à courte portée, c'est-à-dire un bonus de 25 points, un arc traditionnel, arc à poulie, c'est 15 points, arbalète, 5 points. Pour les armes à feu, il n'y a pas de pointage supplémentaire. Ensuite de ça, il y a des points bonus si tu réalises tes chasses au Québec. On parle des mâles, c'est pas accessible pour les femelles. De toute façon, on chasse tous un petit peu au Québec et ailleurs. On n'ira pas tirer une biche ailleurs, là. L'objectif n'est pas là. Mais... si on récolte, exemple, un chevreuil, un mâle au Québec, on a un pointage bonus de 15 points. Si on le fait en Ontario, c'est 10. Au Nouveau-Brunswick aussi, je pense. Je pense pas qu'on ait de compétiteurs qui vont au Nouveau-Brunswick cette année, mais il pourrait y en avoir un jour. Puis, si toute autre chasse, États-Unis, Ouest canadien, il n'y a pas de pointage bonus, ce qui est tout à fait légitime et normal. Le défi est nettement supérieur au Québec. Le cumulatif va se faire aussi avec le pointage d'épanage. On insiste sur un fait, nous autres, ce qu'on veut dans la classique, c'est démontrer aux gens l'importance de récolter des sujets matures. C'est sûr, moi, je l'exprime pour moi, parce qu'on ne partage pas nécessairement tous la même philosophie dans la classique. Moi, j'ai pas la même idéologie nécessairement que d'autres. Moi, ce que j'encourage les gens, c'est se dépasser en respectant la réglementation dans les régions où ils sont. Moi, l'âge, c'est une question qui va être bien différente pour moi. Exemple, moi, un mâle de 3 ans et demi, je laisse pas passer ça au Québec. Il y en a des gars de la classique qui laissent passer, qui regardent, puis ils regardent pousser pour une autre année. Des fois, ils meurent durant l'hiver, les coyotes ou le voisin les tire. Mais il y a des chasseurs dans la classique qui ont des nettement meilleurs terrains que d'autres, qui travaillent plus fort dans l'aménagement, qui créent une rétention, puis ils veulent démontrer aux gens que tout est possible ici. Ensuite de ça, bon, donc, on va mesurer les panaches, le score Boone & Crockett brut, dans le fond, le cumulatif de tout ça, ben, par équipe, vote du public selon ce qu'on va avoir fait en pré-saison, on fait des lives, puis on fait aussi des capsules vidéo qu'on met sur la page Facebook La Classique. Il y a énormément. Moi, j'ai été surpris l'année passée, puis encore cette année, il y a des participants, là, des chevronnés de la chasse au Québec. Dans l'élite, là, il y en a sûrement d'autres aussi bons que nous, qui ne sont pas nécessairement dans la classique. Je les connais pas tous, mais là, en ce moment, on a des têtes d'affiche, là, Luc Brodeur, on a Guillaume Paquette, on a les deux gars d'Arcmaniac. Là, je ne veux pas l'oublier, puis vexer les gens, on a Louis, Just Lefebvre, en tout cas, je veux pas Stéphanie et Samantha, Team Arrow aussi. Exact. Mais les premières filles, je pense, à faire partie de la classique. Exact. L'avantage que l'auditeur a à nous écouter, à nous regarder faire nos capsules, le nombre de conseils techniques qui se donnent tout à fait gratuitement, c'est incroyable. Moi, je suis surpris de toutes les informations qu'on peut donner qui peuvent servir à un chasseur voulant apprendre à d'autres sphères de la chasse au chevreuil, l'habitat, les champs nourriciers, l'aménagement forestier, des micro-techniques, les stands, la hauteur des stands, les appels. Il y en a beaucoup qui servent d'apportage. Moi, je me sers très peu d'apportage, mais il y en a qui s'en servent. C'est incroyable là, ce qui se passe là-dessus, la classique Whitetail. Mais, si on fait une parenthèse avec l'orignal, on a 4 fois moins de portée
auprès des chasseurs en parlant de chevreuil. Si on avait une compétition semblable qui parlait d'orignal, parce que l'orignal, c'est le gibier numéro 1. Ouais, ça. Est-ce qu'on parle, Charles, excuse-moi Simon, d'une compétition amicale ou vous avez un petit quelque chose à la fin, vous avez un petit... Ben, l'année passée, notre mission était amicale. Elle est encore amicale. La différence, c'est que l'année passée, exemple, on avait comme mission de vendre des billets là, pour notre soirée finale, 2h30 de film, des films incroyables, là, montés de main de maître par Raphaël Turcotte. C'était écœurant, la qualité des films qui ont été présentés. Ce qui restait à la fin, on se le divisait entre participants. Mais si je vous disais que le nombre d'heures d'investissement de temps de chaque participant versus ce qu'on a donné et ce qu'on a retiré en bénéfice, c'est des pinottes. Okay? Ouais, c'est pas votre nerf de la guerre. Non. Pourquoi cette année, on a décidé d'avoir des prix selon l'ordre que tu vas terminer au pointage de 1 à 6. Le premier va avoir une plus grosse cagnotte, ainsi de suite. Mais au-delà de ça, dans toute la gang qu'on est, je suis convaincu à 99% qu'il n'y en a aucun qui fait ça pour l'argent parce que juste si on regarde les dépenses qu'on fait pour aller chasser ailleurs, les équipements, c'est fou, là. Mais on en donne pour leur argent aux clients, aux gens qui visionnent, qui nous regardent. C'est incroyable. Puis ça reste amical. Il n'y a personne, l'année passée, on pensait que ça allait baver, entre guillemets. On l'a fait amicalement pour rire. On le fait encore un petit peu. Mais on veut que tout le monde ait du plaisir. Puis on se croise les doigts en ce moment. On a Just Lefebvre qui fait la première chasse, qui est au Manitoba. On se croise les doigts. On veut qu'il y ait du succès. Il tirerait un 200 Bowling Crockett, puis on se dirait tout, ouais, il vient de mettre la barre haute, mais on serait content pour lui, puis on serait content pour le show. C'est ça qu'on veut. On veut démontrer qu'on est des grands passionnés. Ça nous donne une belle vitrine. Puis par l'entremise de ça, moi je vends beaucoup de formations sur le terrain, des analyses de terrain, des livres de chasse. Ça me permet de démontrer mon talent, de montrer aux gens que j'ai des compétences, des connaissances, puis les intéresser peut-être à venir chercher un petit peu plus d'informations auprès de Charles. Puis Guillaume Paquette fait de l'aménagement forestier, aménagement de champs nourriciers, Luc Brodeur. La plupart des autres vont pas tirer nécessairement de revenus par l'entremise de la chasse, mais c'est une source de motivation incroyable, là. Charles, t'as cru comprendre, je suis un petit peu le ratoureux du podcast Québec Hunter. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite exclusivité de ton plan de match pour la saison, justement, la classique Whitetail? On peut savoir ça, un petit exclusif de ton plan de match? Ben, un exclusif de mon plan de match, c'est pas compliqué. Au Québec, c'est de driller une biche au plus sacrant. Ensuite de ça, si j'ai un mâle ou des mâles d'intérêt, je vais mettre de l'énergie là-dessus pour la balance de journée qui va me rester à l'arc, parce que moi, je fais de l'ornial jusqu'au 9 octobre. Je vais faire l'arc aussi durant la période au fusil, là, le 15 octobre, là, ça roule au fusil. Moi, je vais le chasser à l'arc. Mais je rêve pas en couleur, je suis réaliste. Ce que je photographie, j'ai 2 places différentes que je peux chasser, une dans 8S, une dans 6 Nord. La 6 Nord, ce que j'ai, c'est un bon terrain à biche. Il n'y a pas une bonne capacité de retenue, le terrain. Les couverts sont pas terribles. C'est pas une place, les bocs se tiennent particulièrement. Tout ce que j'ai en photo, c'est un beau 2 ans et demi, qui est moi je considère un beau petit rack, quelque chose qui est fatigant pour tout chasseur. Et j'ai un 3 ans et demi qui est passé 1 ou 2 fois, fait que je m'en irai pas là pour attendre lui, là. Par contre, dans mon spot dans 8S, il y a 2 à 3 mâles qui m'intéressent vraiment. Okay. De là à dire, il y en a un qui ferait mal, qui pourrait bien paraître dans la compétition, parce que c'est un buck qui doit frôler le 130 points Bowling Crockett. Mais, quand même, encore une fois, je ne rêve pas en couleur. J'ai l'impression que le terrain sur lequel je suis vraiment à la limite de sa place préférentielle. Je l'ai photographié une fois de nuit. Là, il ne faut pas rêver en couleur. Si t'es pas au skier le chevreuil, t'es fait. Après ça, ben, je vais chasser le Anticosti du 2 au 6 novembre. Première fois de ma vie, je vais aller là. Pour un tournage avec Bête de chasse, le TFCP. Puis après ça, je m'en vais en Alberta le 9 novembre, 9 au 20. Puis je termine ma saison au Manitoba en fin novembre. La dernière semaine et première semaine, dans le fond, mes 17 jours, là, du 28 novembre au 4 décembre. C'est pas compliqué. Moi, mon objectif, c'est de faire ses forts en Alberta. J'ai une bonne connaissance du terrain. Là. Le terrain où je suis, ça va être notre 4e année. J'ai 50 caméras installées. C'est de la
c'est de la chasse au naturel. Là. Il y a 0 apportage de permis ni en Alberta ni au Manitoba. Donc, il faut déjouer parmi le terrain. Il faut comprendre le terrain. C'est ça, c'est pas compliqué. Puis c'est le nerf de la guerre, c'est d'être patient. On pourrait dire qu'on va retrouver un Charles Doris fatigué à l'entour de Noël. Là. Oui, des fois, je fais des siestes accrochées dans mon arbre. Je me permets de me reposer. Il n'y a personne qui fait des siestes à la chasse, voyons donc, ça se peut pas. Ça. Ben non, ça se peut, voyons donc, personne ne fait ça. Personne. Là, tu as parlé que tu chassais Manitoba, Alberta, puis je pense que c'est comme connu que les bocs dans l'Ouest sont beaucoup plus gros qu'au Québec. Faut faire attention. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? Je m'en ai dit, il y a 2 choses. Il y en a peut-être 3 en réalité. Premièrement, la génétique. La génétique d'un chevreuil de l'Est n'est pas la même génétique d'un chevreuil de l'Ouest. Okay? Il y a 4 sous-espèces. La sous-espèce qui est au Québec va produire un panache en moyenne, peut-être 10 à 15 points. Là, j'envoie des chiffres en l'air. Je suis pas précis. Il faudrait que je fasse des recherches. Puis j'ai pas le temps là. Peut-être 10 à 15 points, Bone and Crockett, tout le temps, moindre au Québec. Donc, c'est pas la même chose. C'est un peu comme île d'Anticosti. C'est une autre catégorie. Ils sont tout petits, physiquement. Il y a l'aspect que en Alberta, Saskatchewan, Manitoba, la pression de chasse sont divisées. On va y aller par les 3 provinces. Pression de chasse, Manitoba, faible, très faible. Saskatchewan, très faible. Alberta, faible à modéré. Il y a des secteurs de l'Alberta où il y a des champs agricoles, il y a quand même pas mal de chasseurs, c'est surprenant. Par contre, de ces 3 provinces-là, souvent, les gens qui n'ont pas beaucoup voyagé, ils ont l'impression qu'ils ont une bonne gestion là-bas. Il n'y a pas de gestion. Il n'y a pas de gestion. Il n'y a tout simplement pas assez de monde pour créer les dégâts qu'on crée ici. Exact. Puis le chasseur moyen en Alberta ou au Québec ne se ressemble pas. Pourquoi? Parce qu'ici, un chasseur moyen, il va mettre de l'énergie, il va mettre du temps, il va mettre de l'argent, il va les prospecter, il va mettre du temps sur les appâts. Il travaille fort pour arriver à un résultat qui est minime parce que le potentiel est beaucoup moindre. En Alberta, Saskatchewan ou Manitoba, le chasseur moyen, il chasse en pick-up, puis il tire par la vitre, il traîne sur le bord du chemin du champ. Fait qu'il se récolte beaucoup de jeunes chevreuils. Les gens chassent pour la viande, pour le divertissement pur et simple de la fin de semaine. Souvent, les gens, l'image qui leur est projetée, de par les réseaux sociaux, la télévision, les vidéos, ce qu'on voit en vidéo, c'est l'élite. Que ce soit des gens de l'Alberta, du Manitoba ou d'ici, ceux qui prennent le temps de se filmer, c'est des solides maniaques. Là. C'est pas monsieur tout le monde. Donc, quand tu arrives dans des régions comme l'Alberta, le Manitoba, il n'y a pas d'apportage. Là, tu t'en vas dans le Grand Bois. Moi, je me suis spécialisé là-dedans. J'ai fait mes classes. J'ai appris à lire le terrain forestier. Le chevreuil, il meurt de vieillesse par les loups ou par l'hiver. Donc, les chevreuils ont le temps d'avoir de l'âge. Ce qu'on n'a pas ici. Pour avoir un panache, un beau boc, ça prend, je l'ai dit, la génétique. La génétique, on a quand même des très beaux chevreuils ici. Dans la plaine du Saint-Laurent, c'est dans les meilleures terres fertiles au Canada. Si on laisse vieillir nos chevreuils, j'avais juste à regarder mon boc que j'ai tué en 2009 dans la région de Nicolette, puis il avait baptisé le King. Il fait 169 et un 8 brut pour un croquette. Il y a un net de 168. Wow. Ce boc-là, 2 ans avant, il faisait le livre net. Je ne l'ai pas récolté 2 ans avant, malheureusement, mais ceci étant dit, on aurait beaucoup plus. Ici, un frame moyen, un boc de 2 ans et demi, ça va être un 8 pointes, un petit basket de 13 pouces de large. Là-bas, ils ont 10 pointes en partant. Il y a beaucoup de 10 pointes. Ici, c'est peut-être 5% des mâles qui viennent au monde faire un 10. Là-bas, c'est 80% qui vont faire des 10 ou plus. Les 8 sont plus rares. Donc, tu as une pine de plus à chaque fois, ça score plus vite. Là. Ensuite de ça, ils ont plus de masse un petit peu, parce qu'il y a un autre pourcentage. Mais ils ont surtout le temps de vieillir. Donc, c'est rendu à 4 ans et demi qu'on le voit le bagage, l'intérêt qui est vraiment bon. Puis c'est à 6 ans et demi qu'on pourrait dire qu'il est pas mal à son plein potentiel, 6, 7, 8, 9 ans, qui là va scorer fort s'il a scoré fort. Parce qu'après ça redescend, hein, c'est tout ça? Oui, ça redescend, oui, mais je trouve que c'est un sujet qui est très galvaudé, ça, la régression, les différents stades. Puis, dépendamment, c'est pas égal chez chaque chevreuil. Il y a des bons exemples qui vont régresser, ils vont perdre en longueur de pointe, ils vont perdre en longueur de merin, mais ils vont gagner en masse. Donc, le panache est beaucoup plus massif. Des fois, il va passer, tu vas pogner un boc qui, je sais pas, là, je vois des approximatifs, un boc de 7 ans qui est à 170 Bone and Crockett brut,
Ben, à 11 ans, il va peut-être être à 160, 165 parce qu'il a conservé, il a continué à prendre un peu de masse. Ouais. La régression, une régression vraiment apparente, d'après moi, c'est pas pareil chez chaque sujet, là. Une régression vraiment apparente va être variable en fonction de l'hiver précédent. Donc, les masses de nutrition aussi, parce que les hivers influencent les masses de nutrition. Et période de juin, avec beaucoup ou moins de pluie, période de sécheresse, il y a un paquet de facteurs qui sont beaucoup plus complexes à analyser que juste dire « Ah, il vieillit, il régresse ». Non, c'est pas de même que ça marche. Autant dans l'orignal que dans le chevreuil, j'ai l'impression que c'est très mal compris de la part des chasseurs. Ceci étant dit, le premier facteur qu'on a besoin, c'est qu'ils atteignent un certain âge. Que tu chasses en Alberta, Manitoba, Saskatchewan, ben, ils ont le temps de vieillir. Exception faite, la Saskatchewan, comparativement aux deux autres mentionnés, les chasseurs ont le droit d'apporter le chevreuil, ce qui favorise un prélèvement beaucoup plus facile. Plus jeune, Parce qu'en plus, le chevreuil, souvent, en Saskatchewan, ne craint pas l'homme. C'est habitué à venir manger proche de l'homme. Beaucoup moins farouche que le chevreuil du Manitoba et de l'Alberta. Puis c'est-tu le même quota, tu sais, au Québec, on a droit à 1 ou 2, dépendamment de ce qu'on est. Là-bas, c'est-tu la même chose, 1 ou 2, ou c'est... Je pourrais pas m'exprimer précisément pour chaque province, là. La Saskatchewan, je pense que c'est un buck. Je sais pas si on doit aussi une femelle. Dans le cas, exemple, d'un résident, mon frère en Alberta, lui, il a le droit de prélever un mâle. Mais il a le droit de prélever, dans certaines zones, 2 autres extra tags de biches. Il y a des zones qu'il va avoir le droit de prendre. Il pourrait prendre ses 2 biches et son même buck dans la même zone. Il y a d'autres places, ça va être un seul chevreuil. Mais il change d'une zone. Des fois, c'est rien que 15 km, puis il peut prélever une autre biche. Puis il va changer de zone, des fois, une autre biche. Fait que les gens ont le droit, entre parenthèses, de garnoter pas mal. Puis c'est là que tu vois une grosse différence. Quand moi, j'ai fait mes classes, je vais en Alberta depuis 2007 avec mon frère, puis on a passé une couple de saisons à creuser, à essayer de trouver où aller pour qu'il y ait vraiment des beaux panaches. Parce qu'au-delà de ça, dans une même province, il y a des secteurs avec des meilleures densités puis des meilleurs potentiels génétiques panaches. On a chassé, mon frère et moi, presque 10 ans dans le coin des Foothills, proche des Rocheuses. C'est des secteurs forestiers, montagneux, avec des bûchers qui ressemblent un peu à ici. Mais la génétique panache est semblable à celle du Québec. Les bocs, quand tu voyais un 140, c'est un monstre. Dans le coin où on est, je ne dis pas qu'on les trie, les 140, mais on en pose un hostie de paquet. On en pose des plus beaux que ça tous les ans. On les prend facilement, mais ils sont là. Tandis que où on était avant, ils n'étaient pas là. Puis c'est pareil si tu t'en vas dans le sud de la Saskatchewan, dans le sud dans le sud de l'Alberta, pression de chasse les fins de semaine, ça roule juste le 1er novembre. Et dans les champs agricoles, puis là-bas, la mentalité, je ne demande pas la permission. Il n'y a pas assez de monde, c'est pas sévère. Fait que les gens, ils garnotent partout. C'est le Vietnam. Si tu t'éloignes des grands centres, tu t'en vas dans le Deep Wood, comme moi où je chasse maintenant. Pression de chasse est faible, même très faible. Je dirais, les chevreuils, moi, ça fait faire 4 ans qu'on est dans ce secteur-là. On reconnaît encore des bocs depuis le début qu'on est là. Ce que tu ne verras pas nécessairement ailleurs. Non, vraiment pas. J'ai une question là, depuis tantôt. Là, tu parles de pointage, puis de 140, puis de chiffres, puis de Boone & Crockett. C'est quoi ça pour ceux qui connaissent pas ça? Puis comment ça se mesure le score d'un panache, mettons? Ben, d'une façon rough, là, pour le comprendre, on prend le nombre de pointes par côté. Après ça, on prend la longueur du beam, la longueur des deux beams. On va prendre la circonférence, ça c'est la masse, entre les 4 premières pointes. Dans le fond, on prend 4 circonférences. L'envergure intérieure, puis il y a l'envergure intérieure maximum. Il y a le type entre les 2 points. Là, je voudrais pas me tromper de passer pour un clown, là, mais je le connais pas par cœur, le système. Là. Non, mais en gros, ça ressemble à ça. Puis si on parle de brut, on le mesure quand il est vert, humide, c'est ce qu'il y a sur la tête, ce que tu vois. Mettons, tu as un 5 par 7. Nous autres, au Québec, on dit on a vu un 10 pointes ou un 11 pointes. Tous les anglophones disent qu'ils ont vu un 5 par 6 ou un 4 par 4, c'est un 8 points. Fait que quand on va là-bas, on aime s'exprimer comme eux autres. Ça fait partie comme du folklore de la chasse au chevreuil là-bas. Tu prends un 5 par 7, ce qui est un panache incroyable, avec des grandes pines. Tu as le pointage brut X, tu vas calculer 5 pointes, 7 pointes. Mais les déductions, parce que c'est basé sur la symétrie, le net, le score final pour entrer soit dans les livres Boone & Crockett ou Pope & Young pour l'arc,
Mais là c'est là que ça joue. Nous autres, dans la classique Whitetail, on s'en tient au score brut. Dans le fond, ce que le chevreuil a sur la tête. OK. OK. Puis Pope and Young, là, tu as dit c'est pour l'arc. Ça, c'est juste pour les animaux qui vont être récoltés à l'arc. Exactement. Le Bone and Crockett englobe tous les armes différentes. Armes à feu, arbalètes, arc traditionnels. Tandis que le Pope and Young, c'est pour les archers. Les minimums pour entrer dans le livre des records Pope and Young sont plus bas parce que le défi, le coefficient de difficulté est nettement supérieur à l'arc qu'à l'arme à feu. Puis ça va inclure les arcs traditionnels puis les arcs à poulie? Au niveau du Pope and Young, je me suis jamais penché à ça, mais de mémoire, il n'y a pas de différence, me semble, entre l'arc à poulie et l'arc traditionnel, même si on sait très bien qu'il y a une différence, là. Ouais. Je pense pas qu'il y en ait une. Mais il faut savoir que le nombre d'adeptes à l'arc traditionnel, c'est tellement petit, je pense pas qu'ils ont ressenti qu'il y a un organisme qui a ressenti l'obligation ou l'intérêt de faire un livre pour eux autres, là. Ouais, non, ça je comprends. Exact, ouais. Charles, on t'avait déjà demandé, dans le premier podcast, dans le cadre de la chasse à l'orignal, une anecdote qui allait jamais sortir de tes mémoires. Si on t'en demande une pour le chevreuil, une anecdote que Charles Doris n'oubliera jamais. C'est quoi tu veux dire, une anecdote? Parce qu'une anecdote, c'est quelque chose qui peut être loufoque, qui peut être particulier. Justement, une histoire de chasse. Là, dans le premier cadre, c'était le gros boc à 9 pieds, justement, de vous qui sortira. Peu importe, une histoire de chasse, je vais refaire ma question un peu plus. Une histoire de chasse au chevreuil, dans ce fois-ci, qui sortira jamais de tes mémoires. Écrit, il y en a plusieurs. C'est sûr que mon plus gros chevreuil à vie, mon King du Québec, il m'a marqué énormément parce que c'était une chasse d'intuition. J'ai récolté ça à 18 mètres caché à terre d'un fossé, journée de forte pluie. Par contre, une que j'ai bien aimée, qui est quand même très forte en moi, c'est mon boc que j'ai récolté en 2020 avec, comme caméraman, la tournée de film Chasse-Pêche m'avait envoyé Alexis Duchesne, qui est un ami, pour filmer. Puis ce qui avait été particulier, c'est que j'ai été malchanceux dans mes choix de Tristan. Les 3 premières journées, j'ai fait un déplacement parce que mon frère avait remarqué que ça bougeait beaucoup à un autre endroit. Puis on avait un 6x6 d'à peu près 160. Ça faisait 3 jours en ligne qui venait au grattage. Oh. Puis là, quand la journée, j'étais allé me placer là avec mon chum Alexis, ben l'action était finie. Fait que en 6 jours de chasse, avec, pour la première fois de ma vie, un caméraman de la tournée qui me suit, j'avais un petit 8 points de passer, que j'avais laissé passer, un boc de 2 ans et demi. J'avais vu, je pense, 1 ou 2 biches. C'était triste, mon résultat, là. Je me grattais à la tête, j'en étais estomaqué tellement qu'on posait de beaux bocs partout, mais quand le route pogne, ça devient tellement chaotique, puis imprévisible. Puis mon frère avait trouvé un emplacement entre un barrage de castor, 2 espèces de flancs de montagne. Les chevreuils passaient par là. Puis lui, il avait découvert ça. Il m'avait dit, va donc te placer là. Puis ça faisait 4 jours qu'il m'achalait. Va donc là. Tirer ça sur le pente d'un chevreuil. Finalement, le dernier matin, on est parti avec les stands dans le traîneau, le Tristan autogrimpant. Moi, j'aime beaucoup faire du hang and on, c'est-à-dire tu t'installes, tu chasses immédiatement. Prédateur imprévisible. C'est la même chose que je fais au Québec, d'ailleurs. C'est ce que j'enseigne. Faut pas que les chevreuils puissent te prévoir. Puis, avant de monter dans l'arbre, j'ai demandé à Alexis de bûcher l'arbre, un gros jack pine. Il y avait beaucoup de branches basses jusqu'à une bonne hauteur. Parce qu'on pouvait pas monter avec les autogrimpants. Puis c'est lui qui est en haut comme caméraman. Fait qu'il a bûché pendant quasiment 50 minutes de temps avec la machine. Il fait du bruit sans bon sens. Puis à un moment donné, il me regarde en bas. Il dit, bien qu'on verra jamais un crise de chevreuil ici avec tout le bruit qu'on a fait. Puis là, je l'ai regardé tout bonnement. J'ai dit, fais-toi en pas, on ne tirera pas le chevreuil qui était ici, on est arrivé, on va tirer celui qui s'en vient tout à l'heure. Puis c'est comme ça, je chasse au Québec aussi. Quand on entre en forêt, on a une perturbation. On chasse pas les chevreuils présents, on chasse les chevreuils qui s'en viennent. Puis ça faisait pas 35 minutes qu'on était installé, qu'il descendait un beau 10 points dans la côte, ça en venait traverser le pont. Je l'ai laissé descendre jusque sur le pont, bien dégagé. J'ai lâché un burp, je l'ai flingué. Mais c'est juste pour dire, ça, c'est quelque chose pour moi. C'était juste un 130, là. Mais un 130 récolté après avoir bavé, souffert, là, parce qu'il fait fret là-bas. On a eu du moins 22 cette semaine-là, du vent. Le degré de satisfaction, tu sais, je vous dirais qu'un 130 pour un chasseur élite comme moi en Alberta ou en Saskatchewan, ça se compare à récolter un petit boc, un 8 points de 2 ans et demi au Québec. Tu sais, au niveau, si on voulait comparer des comparables de trophées, là, de panache, un 2 ans et demi ici, là, un petit 8 de 14-15 pouces, puis un 130, là, quand tu as sur tes caméras plusieurs bocs là, capotés, ça se compare. Mais pour moi,
la façon que je l'ai faite, le show qu'on a donné, l'image qu'il a donnée en caméra, le kick, l'énergie qu'il y avait en dedans de moi quand j'ai pété le coup de feu, il y avait pas... L'histoire est liée à ça. Exact. C'était beaucoup plus significatif que, exemple, j'avais tué sur une bête en Saskatchewan un 180. 180, c'est spectaculaire. Ouais, absolument. Ouais. Tu vas arriver à un chevreuil qui mange un tas de pommes ou qui mange un tas de foin, pour moi, c'est pas aussi spectaculaire. C'est pas ce qui m'allume dans la chasse au chevreuil. OK. Tu as mentionné ton plus gros buck à vie que tu as tué au Québec. Ça me surprend parce que tu chasses dans l'Ouest, il est supposé en avoir des plus gros. Il y en a des plus gros. C'est pas parce qu'il y en a que tu les vois. Moi, je chasse pas la Saskatchewan, un endroit où il y a un appât que tu peux relativement bien patterner. Moi, je chasse du deep wood. C'est du grand bois. Puis il faut que tu lises le terrain. Selon les signes, la période que tu chasses, tu vas accorder d'intérêt plus ou moins à certains signes dans certaines périodes. Après ça, il faut que tu t'assoies et que tu attendes. Il n'y a rien qui conditionne le déplacement du chevreuil de façon non naturelle. Fait que si tu es assis à la bonne place, une journée, tu peux voir une parade de 3-4 bucks, 2-3 femelles ou une dizaine de femelles. Le lendemain, assis à la même place, ça se peut que tu vois 0. Le surlendemain, tu vas passer un spike. Là, tu te questionnes qu'est-ce que je fais ici, je devrais aller ailleurs parce qu'on on se questionne, notre séjour avance vite. Mais là, c'est un combat qui débute à chaque fois que tu t'assieds sur un arbre en tristène, quand tu chasses sur des passes ou des lignes de grattage, des entonnoirs, des funnels. Mais là, tout ça, là, avec les années, on apprend de plus en plus, entre autres mon frère et moi, à lire le terrain, puis à savoir que c'est pas parce que tu n'en as pas vu aujourd'hui que tu n'en verras pas demain et vice-versa. Puis là, il faut que tu combattes parce que le domaine vital restera toujours 10, 12, 13, 15 km². Fait que lui, là, le chevreuil, qu'il soit d'ici ou qu'il soit de là-bas, le chevreuil X, si tu dis, moi, c'est lui que je veux. Exemple, une année, en Alberta, on a photographié pendant 2 ans un atypique qui devait faire 200 pouces. 200 points Wooden Crockett. Wow! On en rêvait, mais on le photographiait très peu. Et on l'a jamais photographié de jour. Fait qu'on était peut-être pas proche de son habitat préférentiel. Tu peux pas déterminer si oui ou non il va passer. Je sais pas si vous avez vu le buck que j'ai prélevé l'année passée en Alberta. Il y a une belle drop ici, là. C'est pas gênant, ça. C'est un frame de 8, de 20 pouces de large, des belles pointes longues, mais il y a une drop de 9 pouces. Il est écœurant. Je l'ai pogné en photo la première fois, le 23 octobre, une caméra cellulaire qui était sur un grattage à peu près à 600 mètres d'où je l'ai récolté. Puis, quand je suis arrivé sur une ligne, une cutline, là-bas, c'est des lignes d'exploration pétrolière ou gazéifière. Écoute, il était passé 3-4 fois dans les derniers jours sur la ligne de grattage. J'avais des très fortes chances de le voir. Le premier chevreuil que j'ai vu, après 1 heure de chasse, qui était là au grattage à 600 pieds. Paf! Mais, j'aurais pu être assis là pendant 5 jours, puis voir des candidats moyens, jamais voir eux. Ouais. C'est tellement imprévisible, le chevreuil. C'est pour ça, c'est ça l'avantage, pas l'avantage, mais c'est ça qui est la beauté du défi. Meilleurté dans la lecture du terrain, la façon que le chevreuil utilise un terrain, puis là, de combiner ça avec les signes, le quantifier ça, puis de faire une analyse. Meilleurté, plus ton succès ou ta moyenne d'observation intéressante va monter. Mais tu peux jamais déterminer. Je vous dirais que c'est quasiment plus facile de patterner un buck au Québec, parce qu'il est proche de moi. Je peux aller voir souvent, je peux modifier, je peux jouer avec mes caméras, je peux aller faire de l'observation sur le bord des champs, je peux ajouter un appât dans sa trail pour essayer de l'inciter à passer une place. 1, j'ai le droit d'utiliser un appât. 2, ils sont friands d'appât ici. Puis je peux utiliser ça à mon avantage. Tu sais, quand on fait référence à la classique, les gars qui chassent ici sur des terrains aménagés, ils ont un désavantage au niveau de la génétique du panache, puis il y a moins de gros candidats, mais ils ont un avantage au niveau du temps qu'ils peuvent mettre. Moi, j'ai pas de bon terrain ici. Il faudrait que je mette du temps pour avoir un bon terrain ou trouver une façon de louer un meilleur terrain, mais je contrôle pas ce que les autres voisins vont faire non plus. Tandis que là-bas, ben, il faut que j'accepte le fait que je peux pas contrôler rien, sauf le temps que je vais rester sur le tree stand pour espérer qu'il passe dans la bonne passe. Mais c'est là aussi l'importance, dans mon cas, de prendre une semaine à mes frères, chaque printemps, aller installer des caméras, puis faire de la recherche pour avoir des données. Parce que si je veux récolter un beau chevreuil, il faut qu'il y ait au moins 4 beaux chevreuils. Puis à un moment donné, il en passe un devant moi. Si j'en ai un seul beau chevreuil, peut-être ça va me prendre 30 jours le voir sur une bonne passe.
Il va passer 2 fois de nuit, 1 fois de jour. C'est ça la réalité. Ça revient au temps et aux moyens qu'on a pour être capable de chasser. Là. Exact. Ouais. Charles, est-ce que tu offres des services pour lire lecture de cartes pour les chasseurs de chevreuil aussi? On avait parlé dans le dernier podcast que tu le faisais pour l'orignal. Est-ce que tu offres ce service-là pour le chevreuil aussi? Je l'offre pour les secteurs de grande dimension, particulièrement montagneux, comme par exemple les réserves fauniques, Papineau-Labelle, Rouge-Matawin. Ceux qui veulent avoir une compréhension du terrain général, je l'offre. J'ai appris à lire les reliefs, les différents types de couverts là, à l'aide de forêts ouvertes. Par contre, je ne l'offre pas dans les régions comme les régions, les basses terres du Saint-Laurent, les régions vallonneuses comme la Beauce, l'Estrie, parce que faut vraiment marcher le terrain là, pour confirmer ça. Puis il y a tellement d'apportages au Québec, dans ces régions-là, qui défont toutes les habitudes normales qu'auraient les chevreuils, qu'on ne peut pas vraiment se servir de ce type de lecture-là pour comprendre où sont les canaux de déplacement. Tout est bouleversé par l'apportage, fait que t'as pas le choix. Faut que tu lises ton terrain de façon intime, tu le marches, tu regardes les signes, puis tu t'ajustes en fonction de ça. OK. Si tu avais un conseil à donner pour la chasse au chevreuil pour le chasseur québécois moyen, mettons, là? Ben, c'est pas compliqué. Posez-vous la question, suis-je prévisible? Si la réponse est oui, vous allez toujours avoir de la difficulté à récolter des beaux spécimens quand il y en a. S'il n'y en a pas, ça va être encore pire, mais le chevreuil, s'il sait où tu l'attends, il va t'éviter. C'est le principe du prédateur. Je fais toujours dans mes formations sur le terrain, je pose la question aux gens, une meute de coyotes, est-ce qu'ils se cachent tous les soirs sur le bord de la même trail qui mène à un champ pour manger du chevreuil? Non. Ils sont imprévisibles. Fait que moi, je suis imprévisible. Le chevreuil, là, c'est une capacité de détecter l'ennemi, détecter les prédateurs qui est incroyable. Il y a beaucoup d'aspects sur lesquels on pourrait élaborer entourant tout ça, là, mais si tu es prévisible, oublie ça. Le chevreuil, les beaux spécimens, il y a des exceptions, là, c'est sûr. Là. Il sent-tu des beaux chevreuils, des exceptions tous les ans. Là. Mais le chevreuil va t'éviter, puis il va savoir que t'es là. Fait que soyez imprévisible. Tu m'as fait allumer sur une question, tu as parlé de coyotes, là. Tu passes énormément de temps dans le bois, que ce soit pour guider l'ours, orignal, chevreuil. As-tu déjà eu des close calls avec des prédateurs dans le bois, que ce soit loup, coyote, ours, ou tu sais, là, c'est... Oui, j'en ai eu, j'en ai eu certains avec les trois. Le plus souvent, c'était le coyote, parce qu'en milieu rural, agricole, agroforestier, là, il y a beaucoup de coyotes. Ils sont pas gênés à part ça. Non, moi, les coyotes que je connais, les coyotes que j'ai vus, en général, sont très farouches, très peureux. La portion la plus difficile, quand la saison est ouverte en même temps qu'un chevreuil, c'est de mettre la croix dessus, parce que bien souvent, ça bouge tout le temps, le coyote. Le loup, j'en ai vu à quelques occasions, autant au Québec que dans l'Ouest. C'est beaucoup plus rare. C'est pas tous les ans. C'est une fois de temps en temps. L'ours, c'est régulier. C'est très régulier, tous les ans. OK. Souvent, ça arrive que ça vient même sur des corps d'orignal, les ours, là. Par curiosité ou pour opportunisme, oui. Une femelle qui se lamente, un ours, il va penser que le veau traîne autour, peut peut-être ramasser le veau. Mais c'est rien de quoi. C'est pas de quoi qui m'énerve les prédateurs. Là. Non, ben. Souvent, ils ont plus peur de nous autres que. Ah, tout le temps. C'est très rare. Ah oui, c'est ça. Le plus effronté, c'est l'ours. Là. À l'occasion, l'ours, parce qu'il y a différents tempéraments chez l'ours. Là. Il y en a trois vraiment différents. Il y en a un qui est je dirais pas un téméraire, mais un agressif possessif là, il vit chez eux. Il y a le curieux aussi. Le curieux, il fait bien des gaffes, mais normalement, les curieux, ils vivent pas vieux. Ils se font flinguer sur ses capotés. Il devrait en avoir de moins en moins. Ouais. Hey, je pense qu'on a fait un pas pire tour, Marcello. T'avais-tu d'autres... Écoute, c'est la même histoire que le premier podcast. Ah oui. Je pense que j'ai fait la job, mais j'étais dans l'auditoire, moi, avec choc. encore. Là. C'est choc. Vraiment, moi, je te vraiment dirais, personnellement, en mot de la fin, Charles Doris, j'avais du respect pour ce que tu dégageais sur les réseaux sociaux, vu que je te connaissais pas. Maintenant qu'on a jasé longtemps, j'ai beaucoup de respect pour la personne que tu es et ce que tu préconises dans le milieu de la chasse. Je te félicite puis je te souhaite bonne chance pour ta classique Whitetail. Je te remercie, c'est bien apprécié.
Merci beaucoup Puis, de ta un gros générosité. merci à toi d'avoir pris le temps vraiment de venir t'amuser avec nous puis jaser de nos passions. C'était super apprécié. Charles, est-ce qu'on peut garder ton numéro dans nos contacts pour peut-être saison 3? Bien sûr, ça va me faire plaisir. On se trouvera un sujet, on essaiera de trouver un sujet sur lequel élaborer. Pourquoi pas? Ça sera pas dur avec la chasse. Non, un gros merci. Ça fait plaisir. À tout le monde. À tout le monde qui nous a regardé ou écouté. Merci beaucoup. Puis je vous dis à la prochaine, messieurs. Ciao. Merci Charles. Salut les gars. Plaisir. Bye bye.